Poser la question pourquoi le livre et pour qui. Donc, pourquoi est clair. Le pourquoi, c'est la conviction profonde qu'une occasion historique importante a été ratée par les Tunisiens en général, par leurs élites notamment, et surtout par ce que j'appelle les élites progressistes et démocratiques. Donc c'est pour ça qu'il y a un sous-titre. C'est Mohamed, vous avez dit 2011 au miroir de 1956, mais il y a un sous-titre que j'ai voulu provocateur. Pourquoi avons-nous échoué là où ils ont réussi? Et donc il y a tout un débat sur comment peut-on faire une comparaison entre deux dates, deux moments de notre histoire qui sont au fond différents. L'indépendance et la révolution. Donc les contextes ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et surtout les tâches à réaliser ne sont pas les mêmes. Mais j'ai quand même maintenu le principe de confronter les deux moments. Et à travers la confrontation des deux moments, j'ai voulu finalement confronter l'action des élites de 56 et des élites de 2011. Bien sûr, comme le dit le sous-titre, je considère que les élites de 56 ont réussi. Les tâches, à réaliser les tâches déterminées au moment historique, tandis que celles de 2011, malheureusement, dont on fait partie plus ou moins tous, n'ont pas réussi. Et donc l'idée derrière, c'était que peut-être qu'il faut reconsidérer notre regard sur les élites de 50. Peut-être parce que nous avons tendance à voir ce qui n'a pas marché, hein, à voir les limites et ne pas voir au contraire ce qui a été fait. Et bien sûr, ce qui n'a pas été fait, c'est surtout la démocratie. Hein. Donc nous avons eu un système politique autoritaire, pour ne pas dire autre chose. Et donc toutes les familles politiques qui sont apparues après 2011, finalement ce sont des familles qui se sont construites dans l'opposition à 1956. Et donc le livre, j'en suis conscient, risque de déplaire doublement. Parce que je dis qu'on n'a pas réussi, et parce que je dis que les autres contre lesquels nous nous sommes construits, finalement ont réussi. Et donc j'ai maintenu cette idée de comparer les deux moments, mais j'ai voulu approfondir la chose. Bien sûr, j'ai souligné que les contextes ne sont pas les mêmes, pour éviter l'accusation et la critique d'anachronisme. Mais j'ai maintenu le principe de la confrontation, et finalement le livre s'est construit sur 4 chapitres, et donc 4 questions différentes. La première, c'était quelles sont les tâches et est-ce qu'elles ont été réalisées. Le deuxième, c'est une étude, si vous voulez, sociologique des élites, à quelle classe elles appartenaient et quel est leur parcours. Et connaître sociologiquement les élites va nous aider à comprendre leurs choix. Le troisième chapitre, ça a été sur les politiques mises en place, essayer de qualifier ces politiques mises en place. Et le dernier, peut-être, qui intéressera ceux qui sont dans des partis politiques ou dans le GTT, c'était une comparaison de l'action des forces sociopolitiques organisées. Donc le Destour, le néo-Destour, et les partis qui sont apparus en 2011. Et l'action de l'UGTT en 56 et l'action de l'UGTT en 2011. Et on va voir qu'il y a des différences très, très intéressantes. Et donc, pour les tâches, finalement, les tâches à réaliser à l'indépendance, c'était la décolonisation,
Et ça, je dis, c'est une tâche que toutes les élites, quel que soit le pays, libéré ou indépendant, devaient mener à bien. Donc réacquérir la souveraineté de la nation sur les secteurs stratégiques, etc. Mais je dis qu'il y a d'autres tâches qui sont des exercices libres, pas des exercices imposés. Modernisation de la société et de l'État et relèvement économique et social des Tunisiens. J'ai développé ces questions et je considère ce sont des tâches qui ont été réalisées. Bon, vous trouverez dans le livre les chiffres et les preuves du relèvement économique et social des Tunisiens réalisé en une dizaine d'années, 10-15 ans. Et vous trouverez également, et tout le monde le connaît, tout le monde sait l'œuvre modernisatrice qui a été mise en place dès 1956. Et disons, le code du statut personnel, c'est vraiment quelque chose qui résume un peu cette œuvre modernisatrice. Par contre, pour 2011, je reviens sur les slogans de la Révolution. Pour comprendre les tâches à réaliser, je reviens sur les slogans de la Révolution et je m'attarde un peu sur un slogan que j'aime beaucoup et que j'ai défendu contre vent et marée, qui est At-Tajghil Istahqaq ya Isabat al-Sarraq, et qui pour moi, en tout cas pour moi, c'est un des premiers slogans que j'ai entendu durant la période 17 décembre 14 janvier. Après, ce sont d'autres slogans où on trouve la marque des partis politiques. Ce slogan, on a dit qu'il est apparu en 2008 au bassin minier. Certaines sources. D'autres m'ont dit c'est le slogan de l'Union des diplômés chômeurs. Mais moi je considère qu'il est très profond ce slogan. Pourquoi? Parce qu'il met le doigt sur deux limites très importantes du modèle ancien. Et donc, chômage des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est le capitalisme de copinage qui s'est développé dans les années 2000 avec les familles proches du président. Et donc, je reviens sur ce slogan, je reviens sur l'identité des acteurs qui ont créé les slogans. Ce slogan n'a pas été créé à Tunis, il a été créé à Sidi Bouzid et Gasserine. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai, il y a le problème du chômage des diplômés, mais il y a le problème du développement des régions de l'intérieur du pays. Après, la révolution a touché les quartiers populaires des grandes villes, puis les salariés, le GTT, et les classes moyennes le 14 janvier devant le ministère de l'Intérieur. Mais l'origine, c'est la Tunisie profonde, c'est la Tunisie de l'intérieur. Et donc, les tâches à réaliser, c'était Al-Karam, Thawrat Al-Karam. Et donc, les tâches à réaliser, c'était justice et liberté. Il n'y a pas de Karam sans liberté et sans justice sociale. Or, je considère que la grande erreur des élites de 2011, ça a été de laisser tomber la question de la justice sociale et de dire on va construire une démocratie. On va construire les institutions qui vont faire en sorte qu'il y ait une démocratie viable en Tunisie. Je ne dis pas que c'est mauvais, que c'est pas bon, mais il ne fallait pas se limiter à ce créneau-là, qui est important. Mais quand on oublie les causes profondes de la révolution, il se peut que ça retombe sur ce qui a été un succès. D'accord? Ça peut faire échouer ce qu'on a pensé faire réussir. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Et je pense que c'est l'oubli de la question sociale qui a joué contre la transition démocratique. Et, ça, on peut les comprendre avec le deuxième chapitre. Pourquoi justement les élites de 2011 ont laissé tomber la question de la justice sociale. Donc, quand je reviens
à 56. Socialement, c'était qui, ces gens-là? C'était une petite bourgeoisie du littoral, des villes et des villages du littoral de la Tunisie, qui ont fait une ascension sociale grâce à l'enseignement moderne, donc Sadiki et les lycées franco-arabes, et qui se sont trouvés dans une position de porte-parole de la nation. Et ils sont devenus les porte-parole du mouvement national. Parce qu'un sociologue comme Feu Abdelkader Zghal dit, ils étaient dans une position de trait d'union entre les catégories sociales tunisiennes de l'époque. Et donc ils pouvaient devenir les porte-parole. Donc ces gens-là, finalement, vu leur parcours, c'est des progressistes. Et ils portaient la question sociale. Donc pour eux, l'indépendance, ça ne pouvait pas seulement être la France quitte le pays et on redevient souverain. Non, il fallait faire beaucoup d'autres choses pour changer la société, qui était une société de reproduction, où il n'y avait aucun mécanisme d'ascension sociale, vers une société justement de méritocratie, disons. Et je pense que ils ont voulu fonder une société à l'image de leur propre parcours méritocratique. Et ça a marché pendant quelques temps, jusqu'au moment où les diplômes de l'enseignement supérieur ne pouvaient plus nous permettre d'avoir un emploi. Parce que là, ça veut dire que la méritocratie ne marche plus. Et un de nos amis de Tariq al-Jadid avait écrit un article, pour moi fondamental, quand il a lu le rapport de la Banque mondiale et du ministère de l'Emploi sur le pourcentage de chômeurs dans les différentes disciplines, 30 à 40% pour les études juridiques, économie et gestion, etc. Bon, il a dit, c'est une contre-révolution qui est en marche. Si 56 c'est une révolution, eh ben, le chômage des diplômés du supérieur est une contre-révolution. Donc voilà, c'était des progressistes, ils incarnaient un peu la petite bourgeoisie et les classes populaires. Par contre, 2011, et là, j'ai écrit sous le contrôle du grand politologue Michel Camus, ce sont les classes moyennes supérieures qui se sont emparées du post-14 janvier. Et c'est normal que les classes moyennes supérieures se préoccupent de liberté et de démocratie. Et c'est normal qu'ils n'accordent pas une importance cruciale à la question sociale. Et d'ailleurs, je cite l'une de ces figures, de ces élites de 2011 qui dit pour nous c'est la liberté qui est importante, la justice sociale c'est important, mais c'est plus compliqué à réaliser, c'est secondaire. Et donc voilà, dans le chapitre 2, moi je pense que le deuxième chapitre est très important parce qu'il montre l'identité sociale, sociologique des élites. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de changement au niveau classe sociale, au niveau représentation territoriale, au niveau représentation générationnelle. Dans les élites, il n'y a pas de changement. C'est les mêmes finalement. C'est plus le RCD, ce sont d'autres partis politiques qui sont au devant de la scène, mais rien n'a changé. Ça me rappelle la fameuse phrase du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Finalement, beaucoup de choses ont changé, mais le modèle économique n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le troisième chapitre, j'essaie de comparer les politiques mises en place et finalement, les politiques mises en place surtout
les perspectives décennales d'Ahmed Ben Salah, donc les années 60. On a des politiques souveraines. C'est nous qui avons conçu ces politiques. Volontaristes, progressistes et stratégiques. On pense 10 ans plus tard, hein, on pense stratégique. Et avec ça, on a l'accord de la Banque mondiale qui nous dit c'est un bon projet de développement, je vais le financer. 2011, on n'a pas de vision, on n'a pas de vision stratégique. Les politiques qu'on essaie de mettre en place, ce sont des réformes qui nous sont dictées par les institutions financières internationales. Et finalement, même ces réformes, on n'a pas pu les mener à bien. Pourquoi? Parce que l'État était faible. L'État ne pouvait pas imposer des politiques. Bon, dans ce chapitre, finalement, on revient toujours sur l'appréciation de l'expérience de Ben Salah. Est-ce que c'était la catastrophe? Est-ce que c'était mal pensé? Est-ce que c'était mal exécuté? Est-ce que la Tunisie a perdu du temps à réaliser le socialisme alors qu'il fallait être d'emblée dans le libéralisme et faire de l'économie, de la bonne économie libérale? Moi, je pense que quand on relit Ben Salah, finalement, nous sommes en train de vivre sur les acquis de cette période-là. Et donc, moi je dis qu'il y a un regard rétrospectif libéral dont il faut se méfier pour mieux apprécier cette période-là. On n'a pas perdu du temps à faire du socialisme. Bourguiba a été très pragmatique. Et il a donné sa chance au secteur privé, entre guillemets, jusqu'à 61. Puis il a compris que les tâches à réaliser dépassaient les capacités du secteur privé. Il fallait que ce soit l'État qui soit aux commandes, avec une planification autoritaire pour réaliser les tâches. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Bon, le dernier chapitre, finalement, les partis politiques, les contextes n'est pas le même, c'est vrai, mais bon, on avait un parti de masse, le Néo-Dessour, et des dirigeants de grande qualité. Et ça s'explique finalement. Parce que une lutte de 22 ans sous l'occupation contre les autorités coloniales, ça te fait une bonne sélection des dirigeants. Et donc, il y a des dirigeants de qualité. Et l'UGTT également est une organisation de masse. J'ai mis les chiffres du congrès de 1951, je crois 140 000 adhérents en 51. Et l'UGTT avait des dirigeants compétents également. Très compétents. La preuve, c'est l'UGTT qui produit le document, le fameux document, le rapport économique de 1956, que Ahmed Ben Salah va mettre en application 5 ans plus tard. Bon, il y aurait eu un accord entre l'UGTT et le parti. Dès le congrès de 55, l'UGTT appuie le camp bourguibien, mais en contrepartie, le parti adopte la vision économique de l'UGTT. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Bon, quand on va vers 2011, quels sont les partis qui sont en... Moi, j'ai dit il y a des proto-partis et un pseudo-parti. Les proto-partis sont les partis qui étaient dans l'opposition, sous Ben Ali, qui étaient ou bien reconnus ou non, et qui ambitionnaient de devenir de vrais partis une fois la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'organisation, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas eu cette mutation. Et il y a un article très intéressant de Vincent Gesser et Déborah Pérez, 2016, où il dit
finalement, les proto-partis étaient dans une meilleure situation sous Ben Ali qu'aujourd'hui. Et je pense qu'ils ne se trompent pas en termes de présence, en termes de militants, en termes de force. Et donc ça, c'est... Hein? De crédibilité. Oui, et de crédibilité, oui, oui, oui. Il y a eu un processus de décrédibilisation, finalement. Et donc, bon, là, il y a un parti pris. J'ai choisi les partis, disons, démocratiques, progressistes, proto-partis, et Nidetouns, le pseudo-parti. Parce que je dis dans le livre, je ne veux pas demander à NADA ou au CPR de réaliser les objectifs de la révolution. Parce que c'est pas dans leur littérature, c'est pas dans leur... Par contre, les partis qui se disent progressistes, eux, devaient réaliser ça. Or, justement, 2012, on fonde un nouveau parti autour d'une figure charismatique qui est Béji Caïd Sebsi, et on nous dit c'est le parti de l'étape. C'est ce parti-là qui va sauver et protéger les acquis progressistes de la Tunisie et qui va réaliser les tâches de la révolution. Ou au moins, il va réussir la transition démocratique. Mais finalement, ce parti qui en 2014 gagne les élections législatives et présidentielles, moins de 5 ans après, disparaît. Et donc, ce n'était pas un véritable parti. Et Boujima Armili, que je cite beaucoup dans le livre, dit on ne construit pas un parti en 2 ans. Un vrai parti en 2 ans seulement. Et les politologues français qui ont étudié le parti, ils ont dit c'est un parti qui a été construit pour gagner des élections. Et donc, ce n'étaient pas des militants qui ont été proposés comme tête de liste dans les différentes circonscriptions. C'est des gens qui peuvent nous permettre de gagner les élections. Et donc, c'est des notabilités dans la région, ou bien dans le monde des affaires, ou elle dans le monde sportif. Hein? Un président d'un club de foot, il peut avoir la popularité nécessaire pour gagner des élections. Et donc, on comprend pourquoi ça s'effrite finalement assez rapidement. Et donc, le chapitre, je l'ai intitulé « Grandeur et décadence des forces sociopolitiques organisées ». Bien sûr, je dois dire 2 mots de l'UGTT. L'UGTT, ce n'est pas un pseudo-parti, ce n'est pas un proto-parti, c'est une organisation solide, en nombre d'adhérents, en représentation territoriale, en histoire, en savoir-faire, etc. Et donc, je dis, l'UGTT a joué un rôle important. 2011, janvier 2011, Sfax et Tunis, le 12 janvier et le 14 janvier. L'UGTT joue un rôle important après dans la mobilisation de Qasba 1 et de Qasba 2, même si ce n'est pas affiché. Après la victoire de la Troïka lors des élections, il y a eu une période où l'UGTT était sur la défensive, parce qu'elle était attaquée. Peut-être que certains ont oublié, mais 2012 a été une année difficile. Donc, Rache Fissilienne, l'attaque du local de l'UGTT le 4 décembre 2012, on a incendié le local de l'UGTT à Jandouba en juin 2012. Pourquoi? Parce que Jandouba a décidé une grève générale pour le développement. Et ça a été considéré comme une attaque contre la Troïka. Et donc l'UGTT a été dans une position défensive, puis elle reprend l'initiative après les assassinats politiques, surtout le deuxième, celui de Mohamed Ibrahim. Et l'UGTT est l'initiatrice du dialogue national qui lui a valu le prix Nobel. Et l'UGTT a joué un rôle, moi je pense, décisif pour éviter un affrontement entre les différentes
force politique à l'époque. Et après le dialogue national, je pense que l'UGTT a repris une activité ou une politique classique qui est revendicatrice, augmentation pour ses adhérents et refus des réformes qui vont contre ses propres intérêts ou contre l'idée qu'elle se fait de la Tunisie finalement. Les réformes proposées par le FMI sur la privatisation, la libéralisation, etc. etc. Bon, peut-être qu'il y a eu des excès corporatistes à cette époque-là. Pourquoi? Parce que le rapport de force société civile-État s'est inversé en 2011. Hamad Eldissi a un très bel article écrit en 2007, État fort et société civile faible en Tunisie. Si on veut comprendre et déchiffrer le post-2011, il faut inverser l'article de Hamad Eldissi. État faible, société civile forte. Et la colonne vertébrale de la société civile en Tunisie, c'est l'UGTT. Et donc voilà, je termine en disant qui est le nous. Et le nous, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les Tunisiens en général, les élites en particulier, et surtout les forces politiques progressistes. Je dis qu'il faut relire notre histoire. Je dis qu'il y a eu peut-être un malentendu historique entre la gauche et le pouvoir des années 60 qui a fait, qu'on le veut ou non, une politique éminemment progressiste. Et je dis enfin que si nous, les vieux, avons échoué, ça ne veut pas dire que les objectifs de la révolution, il faut les oublier. Ça va rester la boussole pour les plus jeunes qui croient encore aux objectifs de la révolution. Voilà, c'est Mohamed. Si vous voulez donner la parole à la salle. Merci. Donc, je vous félicite pour l'âge. Oui, c'est bon. Je vous remercie pour l'invitation. Et bon, sincèrement, j'ai pas encore lu le livre, mais je le ferai. Donc, ma question serait d'ordre général, puisque j'ai pas lu le détail. Est-ce que le fait, Sibaka, de confronter deux périodes différentes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque, et vous l'avez cité, d'anachronisme, deux périodes avec deux caractéristiques différentes, deux contextes différents, et qui fait que cette analyse peut présenter quelques, j'ose dire, faiblesses, qui fait que, qui nous ramène peut-être à une autre question. Vous avez jugé que nous avons échoué. Donc peut-être maintenant en 2025 nous avons échoué, peut-être que un regard d'un jeune actuellement 30 ans plus tard serait c'est une réussite cette période. Donc voilà, ce côté-là d'anachronisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Voilà. Merci, c'est Mohamed pour la question. Bien sûr, j'étais conscient du risque de l'anachronisme, du problème de l'anachronisme. Et donc c'est pour ça, quand tu liras le livre, tu verras que je rappelle à chaque fois que les contextes sont différents. Qu'est-ce qui différencie 56 de 2011? Un État fort. Un État fort dans le sens d'un État qui jouit d'une légitimité, qui a le consentement de la population. 2011, l'État est faible. Il n'est pas vraiment légitime par rapport à la population. C'est comme s'il nous disait, mais vous êtes là par hasard. Hein? Qui vous a mis au pouvoir? Surtout les premiers gouvernements. Hein?
Moi, je me rappelle que après l'élection de la constituante, Allah yarhamha, Maya Jiribi, et je ne sais plus quel autre député de la constituante, sont allés au port de Radès. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme problème. Eh bien, ils ont été chassés par des gens qui... Bon, ça peut s'expliquer aux élections. Ceux qui étaient là n'avaient pas la légitimité des élections. Mais après les élections, 2 députés qui se font chasser comme ça, par des gens, je ne sais plus qui les a envoyés, bon, j'ai une petite idée. Et donc, il n'y a pas cette légitimité de la classe politique aux yeux de la population. Bien sûr, cette légitimité, tu peux l'acquérir par ton action, par des réalisations. Mais elle n'était pas là. Donc, l'État n'était pas fort. Les idées en vogue en 56, dans les années 60, c'est des idées progressistes. C'est le socialisme. Ched El Ayari, dans un livre excellent de 2003, il dit les idées de gauche s'imposaient politiquement et moralement dans les années 60. 2011, hégémonie des idées libérales. Libéralisme politique et libéralisme économique. Et d'ailleurs, le fait que tout le monde a dit le problème de 2011, c'est le modèle de développement de Ben Ali qui s'est essoufflé. Il a atteint ses limites. Il ne donne pas de travail aux diplômés. Il a donné naissance à une fracture territoriale, bon, qui est plus vieille que... Et l'insertion de la Tunisie dans la division internationale du travail, c'est une insertion qui est par le bas. Parce que nous avons des salaires faibles. C'est ça notre avantage comparatif. Donc tout le monde a dit ça. Est-ce qu'il y a eu une réflexion pour dire ce qu'il faut pour le fameux modèle de développement alternatif? On n'a pas progressé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, 2025. Peut-être à cause de l'hégémonie des idées libérales chez les économistes. Peut-être, c'est une piste. Et donc je rappelle que les contextes ne sont pas les mêmes. Mais j'ai fait le plongeon, Mohamed. Parce que j'ai fait part de mes peurs à certains amis, sociologues, historiens. Ils m'ont dit, assume l'anachronisme et écris ce livre. Hein. Peut-être que ça va faire montrer d'autres choses. La deuxième question. Je me suis dit, on ne peut pas comparer, puisque je m'arrête à 2021, 2011, 2021. Je ne peux pas comparer une période de 10 ans à une période de 30 ans de Bourguib. Je me suis arrêté à 69. 66, 10 سنين. Mais 69, c'est mieux parce que c'est la fin, c'est vraiment la fin d'une étape. Mais tu as raison. Nous sommes en train, en gros, d'écrire l'histoire pendant qu'elle est en train de se faire. Peut-être qu'une évolution va se faire jour et faire en sorte que ça va réussir finalement. Tu as raison. L'autre fois, je présentais le livre RMC et on m'a dit, mais on ne peut pas dire échec, réussite. La réussite n'est pas totale et l'échec n'est pas total. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a eu des avancées en termes de liberté démocratique, en termes de liberté d'expression, liberté des médias, etc., qui, malgré tout, sont encore là. Hein. Et il y a des choses qui n'auraient pas choqué avant 2011, aujourd'hui, ça nous choque parce qu'il y a eu justement cette révolution. Merci Bakar. C'est la deuxième fois que j'assiste à la présentation. J'ai beaucoup apprécié la manière de présenter cette fois, qui est vraiment beaucoup plus structurée et riche aussi. Elle reflète la richesse du travail que vous avez fait. Vous avez eu le courage
traiter des questions parfois délicates et difficiles, surtout que toi-même tu viens justement de cette gauche. Et le livre, finalement, je pense que d'abord la comparaison. Je pense que la comparaison, c'est pas parce que c'est anachronique qu'on ne peut pas faire de comparaison. On peut faire des comparaisons superposées et dire ah il a fait mieux. Non, pour identifier les forces motrices. Qu'est-ce que les facteurs, les forces motrices qui ont fait le succès de cette étape? Et est-ce qu'on peut s'en inspirer ou est-ce qu'il y a des éléments de cette deuxième étape qui n'étaient pas là comme force motrice, etc. De comparer les forces motrices, les facteurs de succès. Quels sont les facteurs de succès qui étaient présents en 56 et qui ne seraient pas présents. Donc dans cette démarche-là, bien sûr que c'est pertinent. Et l'histoire est faite comme ça et on apprend comme ça. Donc je pense que oui, vous avez eu raison de faire cette comparaison. Et c'est une comparaison, non pas de supervision, mais d'interrogation de chaque étape de ces enjeux. Et pour en tirer des leçons, je pense que c'est très bien. Moi, je trouve que dans le document, c'est la partie la plus riche et la plus intéressante. Ça veut dire que les autres ne le sont pas. C'est l'analyse sociologique, finalement. Je pense que ça, c'est une valeur ajoutée considérable. Parce que même avant, il y a eu des analyses sociologiques de l'étape passée, de la petite bourgeoisie, etc. Mais ce que vous faites, et encore, va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus percutant que les analyses passées. Je pense que c'est une partie vraiment... Vous avez beaucoup de mérite, c'est un acquis. J'espère que ça va être intégré dans la réflexion, pas seulement sur le passé, mais même sur l'actualité. Parce que, pour rebondir sur un point, on parle de rigidité, mais la rigidité n'est plus rigidité de 56, mais ce n'est plus aussi la rigidité des années Achour, etc. Ce n'est pas la rigidité de 86 ni de 78. Elle est différente. En réalité, moi je pense, je peux me tromper, moi je pense qu'il y avait un accord implicite entre Ben Ali et la rigidité implicite. C'est que il y a des domaines, je vous laisse, hein, et débrouillez-vous, je ne vais pas sur vos plates-bandes, mais attention, il y a des lignes rouges pour vos actions. Et je pense que la direction comprenait ces signaux. Et elle a géré dans ces signaux, bien sûr. Les syndicats, les différents syndicats avec leur marche, etc., mais dès qu'ils atteignent des lignes rouges, la direction bloque le processus. Mais sinon, il y avait des espaces. Parmi les espaces concédés, c'est les entreprises nationales. Et donc, on a laissé les entreprises nationales, finalement, dépérir. Et le syndicat n'a pas joué un rôle positif pour faire progresser les entreprises nationales et pour qu'elles deviennent vraiment des entreprises qui imposent et qui apportent la valeur ajoutée à l'État et au pays, à la population, l'intérêt général. Veiller toujours à ce que l'intérêt général prime sur toute autre considération. Malheureusement, le syndicat a affaibli. Et donc, il a affaibli aussi les entreprises nationales. Donc ça, c'est un exemple. Sinon, je pense que la question sur laquelle, par rapport aux partis politiques, etc., mais vous le dites vous-même, un parti qui a conduit pendant plusieurs décades une lutte de libération, avec un leadership, avec un contact avec la base, avec une dynamique, avec une influence sur le syndicat, et une présence, etc., avec une alliance après formalisée, c'est un parti dirigeant de la société. C'est pas seulement superstructure, c'est aussi enraciné avec une présence pour qu'il va visiter tous les villages pratiquement, etc. Et donc il y avait tout un réseau qui ça fonctionnait. Je pense que c'est quand on revient en 2011, les partis étaient le résultat d'un processus où l'absence de démocratie a joué son rôle. Donc ils étaient relativement limités. Mais aussi, la chute du mur de Berlin, l'interrogation par rapport au modèle, les partis étaient aussi un peu, quelque part, en désarroi. Donc, il y a une réflexion. Il y a un désarroi qui ne s'exprime pas comme désarroi où on cherche les modèles. Et donc, cette faiblesse était là. Le syndicat a pris son autonomie. Donc, en réalité, on n'a plus cette relation entre l'expression politique des partis, la relation sociale et ce quadrillage du village, des quartiers urbains et des quartiers urbains, etc., mais aussi la présence au niveau du milieu du travail, etc. Donc il y avait une dissociation, à part quelques syndicats où les
forces politiques étaient présentes, y compris influentes sur certains secteurs syndicaux, mais tout le reste, en réalité, c'était les restes du parti d'Esturiens. Les syndicats, n'oublions pas, les syndicats, c'était des Esturiens. C'était pas le Hachour, etc., et tout ce qui ont suivi après. La majorité, c'était des Esturiens. J'étais, bien sûr, reflété la force de travail d'Esturiens, mais les autres reflétaient beaucoup plus large. Reflétaient d'autres intérêts, donc il fallait combiner, etc. Donc moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les forces politiques étaient faibles au résultat de la situation de ce truc, et donc n'ont pas pu développer des liens. Puis politiquement et idéologiquement affaiblis par la chute du mur de Berlin, il n'y a plus de référence et un libéralisme très agressif, le néolibéralisme mondial, etc. Et donc tout cela a rendu un peu compliqué la situation, et donc finalement les revendications étaient soit populistes, soit démocratiques générales, etc. Donc on n'a pas su développer des projets pour le pays, pour la société, qui tiennent compte de tous ces changements-là pour dire, tiens, finalement, compte tenu de tout ce qui se passait en Tunisie et dans le monde, voilà le projet progressiste pour la Tunisie. Ce projet-là n'existait pas. Et quand tu n'as pas ce projet, comment tu vas diriger? Tu vas gérer les risques, simplement, en réalité. Et pourquoi il y avait des risques? Il y avait des risques parce qu'on a eu une révolution qui est venue et qui n'était pas préparée et pour laquelle il n'y a pas une direction et un contenu et des stratégies qui s'est élaborées. Et donc elle était condamnée à s'exposer à des risques majeurs d'échec. Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est le risque majeur d'échec. Il y a eu un relatif échec. Bien sûr, sur le long terme, les libertés et la communauté, mais même c'est valable aussi il y a un siècle en arrière, les libertés et la communauté. C'est des vérités générales.